du passé, voilà, c'est une patiente Alzheimer qui globalement est souvent gaie. Elle a eu des périodes difficiles. C'était une personne qui était tout le temps dans l'opposition à une époque, qui tapait les soignants. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en l'accompagnant, alors avec les traitements, les thérapeutiques et les soignants qui ont appris à accompagner la parole, cette personne s'est un petit peu posée et est devenue un peu moins anxieuse. Et maintenant, c'est vrai qu'elle tourne en boucle sur des souvenirs agréables, auquel cas, ça pose aucun souci, quel qu'il soit. Retourner dans le passé pour réparer des blessures aussi, ça se fait inconsciemment et malheureusement, on ne pourra pas les aider à réparer ces blessures, donc on va les accompagner simplement là où ils sont. Vous avez des personnes, vous arrivez le matin au travail, qui sont en pleurs, qui disent qu'elles vont mourir, qui disent qu'elles ont mal, qu'elles ne vont pas bien. Dans ce cas-là, ce que préconise Naomi Feil, c'est pas de consoler, parce que c'est la chose la plus naturelle de consoler, on le fait assez facilement, mais quand on console, on nie l'émotion de la personne. Et quand une personne vous dit j'ai peur de mourir ou je vais mourir ou des choses comme ça, ça sert à rien de lui dire mais non, vous êtes en pleine forme, vous n'allez pas mourir, regardez, venez avec moi, le soleil est beau, on va boire un café, vos enfants sont venus hier, ils reviendront demain. Ça ne sert à rien parce que là on nie complètement l'émotion de la personne. Donc là il faut pas avoir peur, il faut y aller et puis accompagner cette personne sur ce sur quoi elle est, c'est-à-dire que vous voulez mourir, vous allez mourir, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et à ce moment-là, la personne peut exprimer. C'est difficile, c'est vrai que ça peut faire peur, mais il ne faut pas hésiter à aller là-dedans parce que c'est de ça que la personne elle a envie de parler, parce que c'est de ça qu'elle a peur, et parce que c'est cette émotion-là qui l'angoisse et qui lui donne une anxiété telle qu'elle est complètement désorientée. Donc on va y aller, on va lui dire, bah, écoutez, je vois bien que là ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que c'est tous les jours comme ça? Est-ce que vous avez tous les jours envie de mourir? Est-ce qu'il y a des fois où vous n'avez pas envie de mourir? Et les personnes, vous allez voir, elles vont vous amener là-dessus et puis peu à peu, elles vont vous amener sur d'autres choses, d'autres terrains et on va les suivre. On ne pose pas des questions pour savoir, on n'enquête pas, c'est juste on suit la personne là où elle est. C'est vrai que c'est pas évident, bon, je prends plus de temps pour expliquer ça dans les formations. J'essaye de vous faire passer ça, c'est pas évident. Résoudre les tâches inachevées, retrouver ses ressources et le sentiment de sa dignité, ça c'est pareil, le sentiment de la dignité. Toutes ces personnes que l'on amène régulièrement tous les matins dans les salles de bain, dans les douches, allez on va à la douche, allez on va manger, allez etc. Le sentiment de dignité il disparaît peu à peu, on ne s'en rend même pas compte sous le nombre de tâches que l'on a effectuées dans les services ou dans les maisons de retraite. Et il suffirait juste de dire à ces personnes si je vous accompagne à la douche, si je vous accompagne à la salle à manger, voilà, c'est juste une façon de faire participer le patient. Je ne fais pas à sa place, je ne décide pas à sa place, je décide avec. Et même ces personnes qui, on sait, ne vont pas forcément nous répondre, il suffit des fois de se pencher un petit peu vers elles et de leur tendre le bras en disant vous voulez m'accompagner? On a des personnes qui ne veulent jamais aller dans les salles de bain, jamais aller à la toilette. Ce sont des personnes qui ne sont pas capables d'anticiper tout ce qui va se passer. Leur dire vous venez avec moi, je vous emmène choisir votre linge et puis après on ira à la salle de bain et puis vous allez vous laver et puis après on ira prendre le petit déjeuner, c'est trop, c'est trop. Il faut donner une information à la fois. Même ne serait-ce que la simple chose de donner des médicaments à un patient peut devenir très complexe pour ces gens qui n'ont pas la capacité comme ça d'analyser les tâches les unes après les autres. Donc soit je tends le médicament, la personne est capable de le prendre et souvent elle le prend et elle me regarde comme ça parce qu'elle ne sait pas quoi en faire, je vais juste lui dire mettez-le dans votre bouche, mais une chose à la fois. Et très souvent, on a tendance à piler les médicaments pour nos patients en se disant ils ne vont pas réussir à les prendre, mais si on prend le temps de décomposer, de s'asseoir à côté d'eux, de se mettre à la même hauteur et de tendre le médicament et de leur dire prenez-le dans ma main,
elles vont le prendre, mettez-le dans votre bouche, elles vont le mettre dans leur bouche, et à ce moment-là, après, on tend un verre d'eau et on leur dit buvez, ça va le faire, elles vont s'en sortir. Alors que si j'arrive avec mon médicament, mon verre d'eau, et que je leur dis prenez votre médicament, le verre d'eau, avalez, etc., c'est trop, c'est déjà trop. Donc les formations qu'on donne, c'est du basique, hein, c'est du bon sens, me diront certaines personnes, mais on n'a pas tous le même bon sens. Donc de temps en temps, c'est bien de remettre un petit peu les choses à niveau, et donner des informations les unes après les autres. Et effectivement, les personnes, moi souvent je vois mes collègues qui sont un petit peu étonnées quand elles voient les personnes qui ont été formées réussir à entraîner un patient vers la salle de bain là où elle n'y arrive jamais. Mais réellement, il suffit de se pencher et de dire vous prenez mon bras, vous venez avec moi, la personne se lève naturellement, c'est des gestes naturels, c'est instinctif, elle va se lever, elle prend mon bras. Et puis on va cheminer tranquillement. Et quand on va passer devant la salle de bain, on peut rentrer dans la salle de bain si vous voulez. Généralement, il n'y a pas de souci. Et on va cheminer comme ça avec la personne tout au long du soin, en lui disant, là, si vous voulez, je peux vous aider à retirer votre t-shirt, plutôt que de lui retirer le t-shirt à deux soignants ou de tenir la personne. Bon voilà, moi je lutte contre ça, les soins en série et puis amener les gens contraints et forcés. Après, les gens, s'ils ne veulent pas se doucher aujourd'hui, ils se doucheront demain, tant qu'ils ne sont pas sales jusque-là. Est-ce que c'est grave ? Voilà, il y a toujours des choses qui sont possibles. Je continue donc la relation, effectivement. La relation, donc moi, le soignant, l'autre. Dans les formations que nous donnons au CHS, on permet aussi aux soignants de revenir un petit peu sur ce qu'ils sont, parce que le métier de soignant, c'est un métier difficile. On parle souvent de maltraitance et c'est pas de la maltraitance, c'est de la non-bien-traitance parce que on ne devient pas soignant pour maltraiter les gens, ça je n'y crois pas. Quand on devient soignant, c'est qu'on a envie de s'occuper de l'autre. Sinon, on irait faire des choses plus cool ailleurs parce que c'est pas facile. Donc, c'est bien aussi que les soignants dans les formations reviennent sur ce qu'ils sont eux, leurs attentes. Les manques aussi, souvent qu'ils essayent de combler avec leurs patients, les représentations qu'ils ont de la vieillesse et les représentations qu'ils ont de leur travail. Le soignant qui, on va dire entre guillemets, est la bonne maman, qui veut absolument nourrir son patient, absolument le laver, etc. Il faut qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens en aide à mon patient ou est-ce que c'est moi qui remplis un besoin, un manque, où j'ai besoin de me satisfaire en m'occupant de quelqu'un d'autre? Donc nos formations permettent aussi aux soignants de savoir où ils en sont avec tout ça, savoir qu'est-ce qu'on cherche en s'occupant d'une personne très âgée. Évidemment que c'est pas le don de soi parce que ça n'existe pas. On fait toujours en fonction de nous et pour se satisfaire, mais c'est bien de le savoir, c'est bien d'en prendre conscience, c'est plus facile après. Donc prendre conscience de mes projections, pourquoi les personnes âgées. Et je me prépare à la rencontre pour proposer une écoute empathique. Donc Naomi Feil dit que si on n'est pas entièrement centré sur la personne de qui on s'occupe à ce moment-là, elle le ressent, puisque ce sont des personnes qui fonctionnent sur le mode émotionnel. Donc elle préconise des exercices de centrage en fait sur soi, où on apprend dans les formations aux personnes à se recentrer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je quitte une chambre d'un patient ou un patient dans une salle de bain où ça a été difficile, ou ça ne s'est pas bien passé, de ne pas entraîner mon stress dans l'autre chambre et ainsi de suite, et mon stress dans l'autre chambre et dans l'autre chambre. Donc entre deux chambres, prendre le temps de souffler et faire cet exercice de respiration. En fait, c'est ce qu'on apprend à faire dans les formations, de respirer avec le ventre. C'est une technique, donc au début on le fait consciemment et on le fait exprès, et puis c'est quelque chose qui devient vite naturel, et c'est juste la fin du soupir, hein, quand on sort d'une chambre où ça a été difficile et qu'on s'appuie au mur et puis qu'on fait... C'est le gros soupir, c'est ça, mais on va plus loin, c'est-à-dire qu'on prend le temps de respirer en se lavant les mains, en passant dans la chambre d'à côté, et ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes pour ensuite nous recentrer sur la personne et être entièrement
acquise. Et ça ne prend pas plus de temps, parce que moi j'ai des soignants qui vont me dire oui, ben, on n'a pas le temps de faire ça. Mais non, si, on a le temps. Je veux dire, quand on fait 10 mètres dans le couloir, on peut très bien le faire consciemment, poser les pieds bien par terre, dérouler les pieds et respirer. Et ça nous permet un petit peu de nous recentrer, de se détacher, surtout de ce qu'on vient de vivre de difficile. Et une fois qu'on est avec la personne suivante, eh ben, on se centre sur elle. Et passer 10 minutes ou 15 minutes en toilette avec une personne en étant centré sur elle, ça ne prend pas plus de temps que de passer 10 minutes ou 15 minutes à s'occuper de cette personne en discutant avec la collègue d'à côté. Ça aussi, donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que soit je m'occupe d'une personne, soit je discute avec une autre personne, mais je ne peux pas. Ça, c'est ce qu'on appelle de la non-bien-traitance, parce que je ne considère pas la personne si pendant que je lui lave la figure, je suis en train de discuter avec ma collègue. Et évidemment, c'est quelque chose que l'on fait très très souvent quand on ne le réfléchit pas. Donc on demande aux gens de réfléchir à ces choses-là et d'essayer de se mettre à la place. Donc on fait des exercices aussi pour être à la place d'eux, de laisser quelqu'un raconter des choses sur nous, et puis de ne pas pouvoir intervenir. Et les soignants se rendent compte très rapidement de l'effet que ça fait quand deux personnes parlent au-dessus de la tête d'un patient. Donc voilà, ce sont plein de petites choses comme ça. Qui, si ça vous intéresse, Naomi Feil les décrit très bien dans ses livres sur la validation. Elle a écrit 3 bouquins. Je ne vous les vends pas, hein, je ne fais pas d'action là-dedans, mais elle explique bien les choses, elle explique bien comment la personne âgée elle nous appréhende quand on vient vers elle. C'est comme toutes ces personnes qui sont souvent assises en randonnion dans les services, et on passe et on repasse, et on passe 10 fois devant elle et 100 fois devant elle, et on est tellement pressé, tellement on a de travail, que quand elles nous appellent, qu'elles essayent de nous alpaguer au passage, on fait semblant de ne pas les voir parce qu'on se dit oh, j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps de m'arrêter, ça va me prendre des heures, etc. Et ben en fait, il faut s'arrêter 2 secondes. 2 secondes, juste 2 secondes, et regarder la personne droit dans les yeux et lui dire je vous ai vu. Parce que sinon, elle n'existe plus pour personne, et c'est ce qui les entraîne encore plus dans la dépression. Ne plus exister pour personne. Ce sont des gens qui ont de moins en moins de famille, plus d'amis. Peu de gens viennent les voir, souvent le conjoint uniquement vient les voir. Dans le meilleur des cas, il y a encore des amis, mais les 3/4 de nos patients dans nos services n'ont pas de visite. Et ce sont des personnes qui n'ont pas le regard de l'autre pour exister. Et on ne peut pas exister sans le regard de l'autre, c'est impossible. Moi, si je vous parle et que je me mets comme ça ne va pas le faire. Vous allez vous dire, elle se fout de nous, et oh coucou, on est là. Mais c'est pareil pour ces gens-là. Donc, ce que Naomi Feil préconise, c'est de s'arrêter 2 secondes, de dire oui, je vous ai vu, j'ai vu que vous m'appeliez, là, je n'ai pas le temps, j'ai du travail. Et ça, c'est une valeur que ces personnes connaissent, le travail, parce que c'est une génération de personnes qui ont travaillé depuis l'adolescence, souvent. Donc, le travail, c'est une vraie valeur. Si vous leur dites que vous avez du travail, mais qu'à un moment donné, vous allez revenir vers elles le comprennent. Et même, elles vont pouvoir être en colère, se mettre en colère contre vous en disant vous n'êtes pas sympa, mais ça fait rien. Au moins, quand elle est en colère, elle existe. Elle existe, et elle existe pour elle, et elle existe pour les autres, elle existe pour moi, contre qui elle est en colère. Donc, je vais juste m'arrêter 2 secondes et lui dire ben, je vous ai vu, là tout de suite je ne peux pas, j'ai du travail, mais je reviens. À un moment donné dans la journée, forcément je reviens vers elle, puisqu'il va falloir que je l'aide à soit se laver, soit à manger, soit à se changer, soit à faire des activités, donc forcément je reviens vers elle. Donc voilà, c'est un petit peu ce que préconise Naomi Feil dans l'écoute empathique vers ces personnes âgées. Donc prendre le temps d'observer. Alors voilà, il y a des outils qui peuvent aider, ce sont des outils sur lesquels on travaille. Ce sont des choses que tout le monde connaît, mais on va travailler dessus pendant les formations. Il y a des modes d'expression que l'on utilise plus que d'autres. Donc on va apprendre à faire exprès d'utiliser certains modes de communication et essayer de repérer ceux que j'utilise le plus et ceux que j'utilise le moins. Donc on dit la relation vers l'autre, donc c'est s'approcher de l'autre avec les frontières et les bonnes distances, parce qu'effectivement il y a plusieurs stades dans la pathologie. Et c'est bien de repérer ces stades, parce que les premiers stades de la pathologie, les personnes n'ont pas envie d'être touchées. Ce sont des gens qui peuvent être facilement agressives, elles ne veulent pas être touchées. Donc c'est bien de le savoir, hein, de repérer les autres stades où, contrairement à ce premier stade, il faut toucher les personnes.
etc., etc. Donc tout ça, ça vient dans la formation. Et puis observer, calibrer, faire le miroir, reformuler. C'est-à-dire que quand je parle avec une personne très âgée, Alzheimer ou désorientée, je vais d'abord me mettre à son niveau. J'évite de lui parler au-dessus comme ça, parce que ça me donne une espèce de pouvoir sur elle qui est forcément pas agréable. Donc je m'assois toujours à son niveau pour avoir le regard et je vais calibrer, c'est-à-dire que je vais regarder dans quelle configuration est cette personne. Si je vois qu'elle est triste, eh ben, je vais un peu faire le miroir pour lui montrer que j'ai vu qu'elle était triste et qu'elle n'était pas bien, et je vais m'exprimer vers elle en lui disant bah là je vois que ça ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je ne vais pas systématiquement essayer de dire à la personne mais si tout va bien, les oiseaux chantent, il fait beau dehors, le ciel est bleu. Vraiment je me calibre, je fais le miroir, et pour les gens avec qui c'est possible, eh ben, je vais reformuler. Donc il y a des personnes qui on a du mal à comprendre ce qu'elles disent. De temps en temps on capte un mot, et ben, on va reformuler ce mot avec un point d'interrogation derrière. Et cette personne-là, même effectivement si je ne sais pas de quoi elle parle, elle sait de quoi elle parle, elle sait où elle est. Et elle aura vraiment le sentiment que la personne qui est en face l'écoute, l'entend, et qu'elle existe pour quelqu'un. Et c'est juste ça qui va pouvoir éventuellement, parce que ce n'est pas forcément non plus une baguette magique, limiter son niveau d'anxiété. Voilà. Donc reformuler, et puis après questionner, alors des questions ouvertes pour les personnes qui sont encore capables d'avoir des réponses élaborées, des questions fermées pour celles qui ont plus de mal. On va aller visiter les extrêmes, les opposés, les gens qui vous disent j'ai mal, et puis qui répètent en boucle. En fait, elles ont besoin aussi qu'on aille voir ce qui se passe chez elles, et la seule façon qu'elles ont de nous alerter, c'est de dire j'ai mal. Donc ben, cette personne, on va aller avec elle voir, ben, vous avez mal comme ça tous les jours? Est-ce que des fois il y a des jours où vous n'avez pas mal? Est-ce que parfois vous avez encore plus mal? Et on laisse le temps à la personne, on pose une question et on laisse le temps à la personne de répondre. Et vous allez voir, ça va vous emmener vers des choses des fois assez inattendues. En fait, ces personnes, eh ben, on va aller susciter la réminiscence aussi. Donc il y a les ateliers réminiscence. Et puis ça, c'est la psychologue qui le fait. Nous, on va juste les suivre là où ils sont. C'est-à-dire qu'une personne qui va nous parler de son métier, nous, on a des gens des fois qui viennent nous dire toute la journée, il faut que j'aille chercher la voiture sur le parking. Il se trouve que monsieur, c'est un garagiste, et effectivement, il devait aller chercher certainement des voitures sur des parkings. Donc on ne va pas lui dire que vous n'êtes plus garagiste, vous n'avez plus l'âge, vous êtes à la retraite. On va juste lui demander comment c'était quand il bossait, qu'est-ce qui se passait. D'accord, vous alliez chercher des voitures sur les parkings, comment ça se passait. Et puis souvent ces gens-là, ils ont juste besoin qu'on reconnaisse l'utilité qu'ils ont eue dans une vie passée. Donc on peut aussi terminer l'entretien en disant je pense que vous avez été un bon garagiste, d'après ce que vous me dites, vous avez dû être un bon garagiste, ou la maman qui a été maman toute sa vie, vous avez été une bonne mère, vous vous êtes bien occupé de vos enfants sont devenus grands, vous avez été une bonne mère, ils ont besoin d'être valorisés. C'est ce que Naomi Feil dit, besoin d'être valorisé, d'être reconnu dans ce que l'on a été pour continuer à être. Donc, et ancrer les ressources, voilà, etc. Donc en conclusion, la méthode de la validation peut contribuer donc à maintenir une relation vivante avec le vieillard désorienté, à cultiver la qualité de vie de l'aidant comme celui de l'aidé, parce que les formations que je donne au CHS sont autant pour les soignants que pour les patients, parce que c'est un métier difficile et que souvent on pourrait avoir tendance à baisser les bras parce qu'on veut du bien à l'autre et qu'il continue à nous taper sur la tête et à nous insulter. Et donc comprendre pourquoi, comment, et même si on fait des hypothèses qui ne sont pas forcément vérifiées scientifiquement, ceci dit, il y a une expérience qui est en cours depuis plus d'une vingtaine d'années en Amérique sur un couvent de religieuses qui il y en a parmi nous, mais ce n'est pas les mêmes, qui ont fait don de leur corps à la science. Et depuis 20 ans, elles sont checkées des pieds à la tête dans toutes leurs pathologies de leur vivant, etc. Et quand elles décèdent, elles sont autopsiées des pieds à la tête.
Et il se trouve que certaines sœurs sont décédées avec tous les signes extérieurs de la pathologie Alzheimer, le cerveau moyennement abîmé par les protéines tau des cellules, etc., etc. Et certaines qui sont décédées dans leur sommeil, de leur belle mort, avec aucune perte cognitive, et qui avaient le cerveau assez envahi. Donc, on peut hypothéquer qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres facteurs qui majorent cette pathologie que l'on ne connaît pas bien. Et on peut supposer que permettre à ces gens désorientés, qui nous semblent un peu fous, d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer, limiterait considérablement leur stress et leur agressivité et leur opposition. Voilà. Ainsi, en cheminant dans sa tête, pour mettre sa vie en ordre, le vieux, encore trop souvent qualifié de dément, nous indique peut-être une voie pour donner un sens ultime à la vie. Ou pas.